Elle était invisible. Pour son ex-mari, Jean-Luc Moreau, Claire Moreau n'était plus qu'un fantôme en cardigan beige, un vestige d'une vie qu'il avait abandonnée sans le moindre effort en choisissant la version luxe. Il se tenait au milieu de l'opulence stérile du terminal d'aviation d'affaires de Clermont-Ferrand et riait d'elle. Ouvertement, sans aucune gêne. Il se moquait de son échec, de son existence discrète et silencieuse. Lui avait une nouvelle épouse, une nouvelle entreprise, une nouvelle vie. Claire n'avait qu'une tasse de thé gratuit, servie dans une théière ordinaire. Mais dans 10 minutes, le grondement d'un moteur valant 70 millions d'euros allait tout changer. Son rire resterait coincé dans sa gorge, et il découvrirait enfin qui elle était réellement. La salle d'attente du terminal privé vibrait d'une énergie feutrée et coûteuse. C'était un son auquel Claire Moreau ne s'était jamais habituée. Le son de vie vécue à une altitude totalement différente. Dans l'air flottait l'arôme du thé fraîchement infusé et du bois précieux poli, en contraste brutal avec les odeurs de son modeste studio à Aurillac, qu'elle appelait chez elle depuis 1 an et demi. Elle était assise dans un fauteuil profond en cuir souple, le dos bien droit, faisant nerveusement glisser son doigt le long du bord d'une tasse en porcelaine. Son cardigan couleur avoine ressemblait à de la toile grossière au milieu du cachemire drapé et des costumes sur mesure. Aujourd'hui était ce jour précis, l'aboutissement de 674 jours de travail acharné, silencieux, épuisant pour l'âme. Le jour où sa nouvelle vie commencerait, ou se briserait en éclats. Elle était si nerveuse que le biscuit posé sur la soucoupe restait intact. Son ventre était noué par une anxiété compacte, au cœur de laquelle tremblait une étincelle qu'elle ne s'était plus autorisée à ressentir depuis longtemps, l'espoir. Elle attendait un vol. Pas un vol commercial. Même pas une place en première classe. Elle attendait, comme indiqué dans le courriel, un tirage au sort. L'idée était si absurde qu'elle vérifiait sans cesse l'impression de confirmation rangée dans son sac en toile ordinaire, s'attendant presque à ce qu'un agent de sécurité lui tapote l'épaule pour l'orienter vers le terminal principal, là où était sa place. Son divorce avec Jean-Luc Moreau avait été une leçon magistrale d'humiliation publique. Il ne s'était pas contenté de la quitter, il l'avait méthodiquement effacée de sa vie. Ils avaient été un amour d'étudiant, un couple classique de l'université Paris-Saclay. Lui, étudiant charismatique en économie. Elle, une introvertie brillante, spécialiste en informatique. Ensemble, ils avaient fondé Helio Technologies, entièrement bâti sur son algorithme révolutionnaire de machine learning. Claire était l'architecte, l'ingénieur, l'âme même de l'entreprise. Jean-Luc en était le visage. Il séduisait les investisseurs, donnait des conférences inspirées de TED sur son travail à elle et ornait les couvertures des magazines économiques. Puis Camille Lefebvre était apparue. Camille avait 10 ans de moins. Influenceuse sur les réseaux, dont toute la contribution à la société semblait se résumer à publier des photos d'objets coûteux. Au cœur d'une crise de la quarantaine spectaculaire, Jean-Luc décida que Camille était l'amélioration qu'il méritait. Le divorce fut brutal. L'équipe d'avocats de Jean-Luc, payée par l'entreprise que Claire avait construite, la présenta comme une femme amère, peu soutenante, facilement remplaçable dans le mécanisme. Ils affirmaient que son algorithme, aussi intelligent soit-il, n'était qu'une pièce du puzzle. La véritable valeur, selon eux, résidait dans la vision et le branding de Jean-Luc. Il obtint l'entreprise, une maison de campagne en Île-de-France, une collection d'œuvres d'art et tous les contacts. Claire reçut une indemnisation modeste et un seul brevet peu connu, déposé à son nom des années auparavant. Une branche expérimentale de son algorithme principal, jugée intéressante sur le plan académique mais inutile commercialement par les avocats de Jean-Luc. Ils la laissèrent le garder par pitié, comme une miette tombée de la table. Elle dépensa ce qu'il lui restait pour survivre, et investit tout le reste dans un serveur loué et d'interminables nuits de programmation. Ce brevet prétendument inutile ne l'était pas du tout. Il était la clé. Tandis que Jean-Luc entraînait Helio Technologies vers le fond avec des projets tapageurs et creux, Claire transformait ce brevet unique en quelque chose de révolutionnaire, dans son minuscule appartement d'Aurillac. Elle bâtit de ses cendres une nouvelle société, Système Phoenix, un nom choisi lors d'une nuit nourrie de désespoir et de café noir. Depuis 6 mois,
elle menait des négociations ultra secrètes avec Astréon Global, un conglomérat technologique mondial dirigé par l'insaisissable et légendaire Henri Delacroix. Ils n'étaient pas seulement intéressés, ils étaient stupéfaits. La nouvelle plateforme de Claire pouvait résoudre un problème de logistique mondiale qui paralysait toute une industrie depuis des décennies. L'accord était vertigineux, une acquisition qui allait changer sa vie et faire d'elle l'une des figures les plus influentes du secteur technologique. Aujourd'hui, Astréon Global l'amenait à son siège de Genève pour la signature finale. Le tremblement dans son ventre était bien réel. C'était le moment. Elle consulta sa montre simple, le cadeau le plus pratique de son père disparu, et prit une petite gorgée d'eau tiède. Il lui suffisait d'attendre. De monter dans cet avion. Elle ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer, d'étouffer les fantômes de la voix de Jean-Luc dans sa tête. Cette voix qui murmurait encore qu'elle n'était rien sans lui. Et c'est précisément à cet instant qu'elle entendit sa vraie voix. Eh bien, regardez donc qui le vent a amené ici. Les yeux de Claire s'ouvrirent brusquement. Le sang se figea dans ses veines. À 3 mètres d'elle, entouré de valises brillantes, se tenait Jean-Luc Moreau. Il était, comme toujours, offensivement beau, dans un costume italien sur mesure qui valait probablement plus cher que le dépôt de garantie de son appartement, dégageant une aura de supériorité arrogante et imméritée. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, son sourire éclatant et prédateur. À son bras s'accrochait Camille, tel un flamant rose à la mode. Elle portait un ensemble de sport rose criard. Ses lèvres, gonflées à l'excès, prenaient une dimension presque comique, et ses grands yeux vides parcouraient la salle avec une expression d'ennui profond. Le premier instinct de Claire fut de se ratatiner et de disparaître dans le revêtement beige du fauteuil. Une vague brûlante de honte lui monta au cou. De tous les endroits. De tous les moments. Jean-Luc s'approcha avec aisance. Camille le suivait comme un accessoire de luxe. Il s'arrêta juste devant son fauteuil, l'obligeant à lever les yeux. Claire, étira-t-il son prénom, la voix dégoulinante d'un amusement condescendant. Je dois dire que je suis choqué. C'est un salon réservé aux invités. Tu ne te serais pas perdu en route vers la cafétéria? Camille ricana d'une voix aiguë. Jean-Luc, ne sois pas méchant. Peut-être qu'elle fait le ménage ici maintenant. C'est un travail honnête. Les mains de Claire se crispèrent sur ses genoux. Elle refusa de lui offrir le plaisir d'une réponse. Elle le regarda simplement, le visage neutre, tandis que son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Toujours aussi silencieuse, grommela Jean-Luc en secouant la tête, comme face à un cas désespéré. Toujours la petite souris tranquille. Regarde-toi, Claire. Les mêmes vêtements ternes. La vie n'a pas été très généreuse avec toi après moi. Il se pencha, baissant la voix en un chuchotement conspirateur, suffisamment fort pour être entendu des alentours. Tu vis toujours dans ce petit appartement minable du Cantal. J'ai vu des photos. Très cosy. Il la provoquait. Il avait toujours été ainsi, ne se sentant grand qu'en rendant les autres petits, et elle avait toujours été sa cible favorite. Nous, dit-il en désignant théâtralement Camille et lui-même, nous partons à Courchevel. Station de ski. Une petite marque de gratitude de la part de nos investisseurs. Helio Technologies obtient un nouveau gros tour de financement. Nous sommes sur le point de décoller vers la stratosphère. Tu as sûrement lu ça. Claire n'avait pas lu. Les seules nouvelles qu'elle suivait, c'était la baisse silencieuse du cours de l'action Helio. Les rapports publics montraient que l'entreprise perdait de l'argent, brûlant la réputation qu'elle avait construite, incapable d'innover. Jean-Luc était un vendeur, pas un bâtisseur, et il avait vendu du vide. Par ses contacts, elle savait qu'il cherchait désespérément des financements, qu'il ne les célébrait pas. Il mentait, comme toujours. Et toi? Insista-t-il, savourant sa performance. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu viens chercher un nouveau mec? Enfin, quelqu'un t'a ramassé. Laisse-moi deviner. Un responsable régional des ventes. Un dentiste. Il éclata de rire.
Un rire fort, désagréable, qui fit lever les yeux, agacé, à une femme en tailleur Chanel non loin. Sérieusement, Claire, dit-il, et la fausse pitié dans sa voix lui donna la chair de poule. Qu'est-ce que tu fais ici, au juste? Tu as l'air totalement déplacé. Tu attends un taxi? Pour ça, il y a un autre bâtiment, ma belle. Lui et Camille rirent ensemble. C'était un son qui la poursuivait dans ses cauchemars, le son de leur trahison commune. Claire baissa les yeux vers ses mains, vers le vernis écaillé sur l'index de sa main droite. Après une longue nuit de programmation, elle inspira profondément, pour se calmer. Elle était allée trop loin pour le laisser la briser. Pas ici. Pas aujourd'hui. Elle releva les yeux et soutint son regard, droit. Quand elle parla, sa voix était basse, mais nette, comme une cloche. J'attends un vol, Jean-Luc. Les sourcils de Jean-Luc s'envolèrent. Un vol vers quoi? Un petit coucou pour un bled paumé? Tu ne peux même plus te payer un billet en première sur Air France, alors une place dans un terminal privé. Jean-Luc. Génie Camille en lui tirant le bras. Arrête de lui parler. Tu vas salir ton costume avec ces microbes de raté. Viens, on va boire du champagne. Une seconde, chérie, dit Jean-Luc en lui tapotant la main. Ses yeux restaient accrochés à Claire. Il ne supportait pas qu'elle ne craque pas. Ça m'intéresse, c'est tout. C'est comme regarder un documentaire animalier. Une femelle rejetée qui essaie de revenir au point d'eau. Claire se leva. Elle ne mesurait qu'1,65 m et Jean-Luc la dominait. Mais debout, elle récupéra une parcelle de dignité. Elle prit son sac en toile, et ses jointures blanchirent. Tu ferais mieux d'y aller, Jean-Luc. Ton champagne t'attend. Oh, comme tu es devenue insolente, ricana-t-il. Où était ce caractère quand on était mariés? Ah oui, je me souviens. Tu ne l'avais pas. Tu n'étais qu'une petite singeuse programmeuse dans un sous-sol. C'est moi qui ai construit cette entreprise, Claire. Moi. Et toi? Tu n'es qu'une note de bas de page. Une note de bas de page, répéta Claire. Les mots avaient un goût de cendre. Exactement. Et maintenant, si tu permets, dit-il en reprenant Camille par le bras. On doit se préparer au départ. Notre beau Falcon est tout neuf. Il commença à entraîner Camille, puis s'arrêta, se retournant par-dessus son épaule pour un dernier tir. Quel dommage. En vrai, tu avais du potentiel, mais tu avais besoin de moi pour qu'il vaille quelque chose. Et regarde-toi maintenant. Il balaya encore du regard la salle luxueuse. Une souris qui veut jouer avec des lions. C'est juste pitoyable. Il se détourna et s'en alla. Son rire lui revint en écho. Claire se rassit, les jambes tremblantes. La cruauté était si familière, si précise. Il savait exactement où frapper. Pendant une seconde atroce, elle le crut. Elle se sentit petite, inutile, cette note de bas de page qu'il venait de décréter. La morsure des mots de Jean-Luc la renvoya au passé, dans le laboratoire informatique humide, éclairé au néon, de l'université Paris-Saclay, là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle était doctorante, plongée dans une thèse complexe sur les réseaux neuronaux. Lui était étudiant en économie, se frayant un chemin sur le campus à coups de charme et de sourires éclatants. Il ne s'était pas approché d'elle avec les hésitations maladroites de ses collègues ingénieurs, mais avec un intérêt sûr, poli, travaillé. J'ai entendu dire que tu es celle qui peut vraiment faire fonctionner tout ça, avait-il dit en désignant son écran rempli de codes. Il ne se trompait pas. Claire vivait dans un monde de logique pure, où le code était une poésie, et où les algorithmes étaient une langue qu'elle parlait plus librement que le français. Jean-Luc, comme elle l'avait compris, vivait dans le monde des présentations, du réseautage et des histoires. Il ne comprenait pas vraiment son travail, mais il avait compris immédiatement sa valeur. On est une équipe, Claire, disait-il, quand il y avait encore de la sincérité dans ses yeux. Toi, le moteur. Moi, le volant. On ira loin.
Et ils étaient allés loin. Elle avait abandonné son doctorat pour devenir cofondatrice de Héliotechnologies. Ses parents s'inquiétaient, mais Jean-Luc était si convaincant. Il s'était marié lors d'une cérémonie modeste à Aix-en-Provence. Les 2 premières années avaient été un flou de nuit blanche, de pizzas bon marché et du frisson de créer. Claire écrivait le code, Jean-Luc vendait. Son algorithme, capable de prédire le comportement des consommateurs avec une précision inquiétante, était leur poule aux œufs d'or. Ils avaient obtenu un financement, puis un autre. Les changements chez Jean-Luc avaient été progressifs, puis soudains. Le volant avait commencé à croire qu'il était toute la voiture. Il avait commencé à appeler son travail, notre travail, puis, mon travail. C'était lui qui montait sur scène, lui qui donnait les interviews. Claire, qui détestait l'attention, était contente de rester dans l'ombre, de construire, de résoudre. Elle était directrice technique, mais aux réunions du conseil d'administration, Jean-Luc l'interrompait souvent. Claire se perd dans les détails, riait-il. Laissez-moi vous donner la vue d'ensemble. Il l'avait convaincu d'investir la majeure partie de leurs actifs communs dans les actions d'Hélio. Le tout via une société holding complexe qu'il contrôlait. C'est plus avantageux fiscalement, Claire, l'assurait-il. Elle, capable de modéliser des données quantiques, s'était retrouvée perdue dans le jargon juridique et corporatif, et lui avait fait confiance. C'était une erreur écrasante. Le brevet qu'elle avait conservé était un hasard. Un projet annexe. L'idée d'utiliser ce travail pour la logistique prédictive plutôt que pour le comportement humain. Elle avait déposé la demande elle-même, un week-end, en réglant la modeste taxe avec sa carte bancaire personnelle. Elle en avait parlé à Jean-Luc, et il avait balayé ça d'un geste. La logistique. Ennuyeux. Occupe-toi de ce qui rapporte de l'argent, Claire. De ce qu'on connaît. Puis étaient apparus les premiers signes de son infidélité. Des soirées de plus en plus tardives, qu'il n'arrivait plus à expliquer. L'odeur d'un parfum étranger. Une attention soudaine, presque obsessionnelle, portée à son apparence. Quand elle l'avait enfin confronté, trouvant dans la poche de sa veste la facture d'un hôtel, il n'avait même pas eu la décence de se troubler. Ça s'est fait comme ça, Claire, avait-il dit, comme s'il parlait de la météo. Camille. Elle comprend la pression sous laquelle je suis. Elle soutient ma vision. Et moi, non, murmura Claire, sentant le sol se dérober sous ses pieds. J'ai écrit cette vision, Jean-Luc. Tu as écrit du code, cracha-t-il, et le masque du mari charmant tomba, révélant un homme froid, impitoyable. Le code est remplaçable. Pas moi. Tu me tires vers le bas, Claire. Tu es un boulet. Le divorce devint son dernier chef-d'œuvre de cruauté. Ses avocats, les meilleurs que l'argent pouvait acheter, et dévalorisèrent systématiquement sa contribution. Ils présentèrent des courriels où Jean-Luc orientait ses recherches. En réalité, ils ne faisaient que lui transférer des articles. Ils soulignèrent son absence aux événements publics comme preuve de son rôle insignifiant. Ils la dépeignirent comme une employée mécontente, pas comme une cofondatrice. Quand il fut question du brevet inutile, l'avocat de Jean-Luc esquissa littéralement un sourire moqueur lors de l'audience. Madame Moreau peut garder son petit projet académique. Nous, de notre côté, conserverons une entreprise valant plusieurs milliards. Claire, le cœur brisé et financièrement exsangue à cause de ses propres frais d'avocat, n'eut plus la force de se battre. Elle signa les documents. Elle sortit du tribunal, prit un taxi jusqu'à un minuscule appartement en location, et pour la première fois de sa vie, elle ne se contenta pas de pleurer, elle sanglota. Elle cria dans son oreiller jusqu'à en perdre la voix, pleurant la perte de son mari, de son entreprise et de l'œuvre de toute sa vie. Une semaine entière passa avant qu'elle n'ouvre son ordinateur portable. Quand elle le fit, elle vit le fichier du brevet. Ennuyeux, l'avait-il appelé? Elle l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les formules mathématiques complexes qu'elle avait écrites. Une colère lente et glaciale commença à consumer le chagrin. Il avait tort. Ce n'était pas ennuyeux. C'était génial.
Et Jean-Luc, dans son arrogance sans limite, lui avait laissé la seule chose capable de le détruire. Oui, il avait pris le moteur. Mais elle avait conservé le plan du réacteur. Une nouvelle voix, sèche et professionnelle, fendit ses souvenirs. Madame Moreau. Claire cligna des yeux. Le passé douloureux se retira. L'administratrice du salon, une jeune femme au sourire bienveillant, se tenait devant elle. « Excusez-moi de vous déranger, Madame Moreau, mais j'ai des informations concernant votre vol. » L'estomac de Claire se noua. Un retard. Une annulation. Ils avaient changé d'avis. Jean-Luc, qui amusait la galerie près de la machine à café, se tourna vers elle avec un sourire en coin. Il attendait l'humiliation finale. Le moment où l'on demanderait à la souris de quitter le salon. « Oui, » dit Claire. Sa voix était à peine audible. « Votre avion vient d'atterrir, » répondit l'administratrice en consultant sa tablette. « Il roule actuellement vers le parking. L'équipage sera prêt à vous accueillir à bord dans une quinzaine de minutes. Puis-je vous apporter un thé chaud pendant l'attente ?» Claire la fixa. « Il est là ?» ?»« Oui, madame. » »« À l'heure exacte. » L'administratrice sourit et s'éloigna. Claire balaya la salle du regard. Le sourire de Jean-Luc vacilla. Il avait l'air déconcerté. Elle voyait les rouages tourner dans sa tête. On ne la mettait pas dehors. Son vol était réel. Il échangea un regard incrédule avec Camille, qui se contenta de hausser les épaules avant de prendre un selfie. Claire se tourna vers l'immense bail vitré donnant sur le tarmac. Et son cœur ne s'arrêta pas, il se réinitialisa. Avant même que les paroles de l'administratrice ne s'impriment pleinement dans son esprit, Jean-Luc bougeait déjà. L'idée que Claire puisse avoir quelque chose qu'il n'avait pas, quelque chose qu'il n'avait ni approuvé ni contrôlé, était une offense à toute sa conception de lui-même. Il laissa Camille derrière lui et revint vers le fauteuil de Claire. Son sourire disparut, remplacé par une expression tendue, soupçonneuse. « Qu'est-ce que c'est que ça, Claire ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as vidé ton épargne retraite pour un billet aller simple en charter ? Tu fuis ?» Claire détourna le regard de la fenêtre. Le nœud de peur dans son ventre se desserrait, remplacé par une sensation froide, solide, d'inévitabilité. La fin était là. « Je te l'ai dit, Jean-Luc. J'attends un vol. » « Oui, mais quel vol ? Tu n'as pas cet argent. Je sais ce que tu as. Je sais ce que je t'ai laissé. Ça ne suffirait même pas pour un club privé select, encore moins pour un jet. » « Jean-Luc, » dit Claire d'une voix basse et stable. « Ça ne te regarde pas. Tout ce que tu fais me regarde. » Éclata-t-il. « Tu utilises encore mon nom ? Ah non. Tu as repris ton nom de jeune fille. Malin. Je ne voudrais pas que tu salisses la marque Moreau. » Jean-Luc, appela Camille, claquant des talons. « Pourquoi tu traînes ? Nos pilotes sont là. Ils nous attendent. » Elle leva son téléphone pour lui montrer un message. « Le Falcon est prêt. » Jean-Luc regarda sa montre, puis Claire. Il ne pouvait pas partir. Pas sans résoudre cette énigme. Pas sans restaurer sa domination. « Le Falcon », dit-il à Claire comme si elle devait être impressionnée. « Le meilleur de sa catégorie. Je suis sûr que ton vol, » fit-il des guillemets avec les doigts, « sera très confortable. Avec des hélices. Et des sachets de cacahuètes. » Il éclata de rire. C'était ce rire qu'elle détestait. Celui qu'il avait utilisé dans le cabinet de l'avocat. Celui qu'il avait utilisé dans leur chambre quand il lui avait dit qu'elle était un fardeau. Un rire fort, calculé, destiné à attirer l'attention, à faire d'elle le centre d'un spectacle humiliant. Et ça fonctionna. Les autres passagers du salon, qui les avaient jusque-là poliment ignorés, se mirent à regarder. Ils virent un homme en costume de luxe et une jeune femme habillée par un grand nom de la mode rire d'une femme modeste en cardigan beige. L'histoire s'écrivait toute seule. Elle était la parente pauvre. L'ex-femme.
L'objet de la charité. Regarde là, Camille, dit Jean-Luc assez fort pour que toute la salle entende. Elle a même rougi. Elle a honte. Tout va bien, ma petite Claire. On est tous passés par là. Bon, pas ici. Il désigna la salle. Mais tu sais, quand les affaires vont mal. Peut-être que je peux t'aider. Je peux te proposer un travail. Helio Technologies s'agrandit. On aura sans doute besoin d'une développeuse junior, ou de quelqu'un pour apporter le café. Ça, tu l'as toujours bien fait. Un silence tomba dans la salle, seulement troublé par le petit ricanement moqueur de Jean-Luc. Claire ressentait les regards des autres passagers comme des coups physiques. Un homme en costume à fine rayure secoua la tête avec regret avant de retourner à ses dossiers. Le visage de Claire brûlait, mais pas de honte. Il brûlait de rage. Une rage si pure et si froide qu'elle aiguisait ses sens. Elle entendait le bourdonnement de la ventilation. Le léger clic du téléphone de Camille, qui filmait la scène. Et, au loin, le hurlement assourdi d'un moteur à réaction roulant sur le tarmac. Claire se leva de nouveau. Sa colonne vertébrale était droite comme une tige d'acier. Sur un point, tu as raison, Jean-Luc, dit-elle. Sa voix fendit le silence. Son sourire s'élargit. Ah oui? Et lequel? J'apporte bien le café. Elle prit sa tasse intacte. Mais en mathématiques, je m'y connais mieux que toi. Et toi, tu as toujours été catastrophique. Le visage de Jean-Luc se crispa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu aurais dû lire ce qui est écrit en petits caractères. Que tu aurais dû mieux écouter en cours. Tu as pris la maison, l'argent et l'entreprise. Tu as pris l'enveloppe, Jean-Luc, mais tu as oublié l'essentiel. Ce qui faisait fonctionner tout le reste. Il la fixa. Son rire se coinça enfin dans sa gorge. Il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Son arrogance l'avait aveuglé. Il croyait sincèrement que le génie, c'était lui. Tu es pitoyable, cracha-t-il enfin, revenant à ses vieilles insultes. Et tu as un sérieux délire de grandeur. Tu es assise ici, probablement avec un laissez-passer familial donné par un pilote avec qui tu couches, et tu essaies de me donner des leçons sur mon entreprise. Tu es ridicule, Claire. Tu étais ridicule quand on était mariés, et tu le es encore plus aujourd'hui. Jean-Luc, allez, gémit Camille en lui tirant la manche. Tu fais une scène, et pas une scène amusante. Tout de suite, siffla-t-il. Il se pencha vers Claire. Son visage était à quelques centimètres du sien. Tu ne sauras jamais rien. Tu vas rester assise ici à attendre ton petit avion de campagne, pendant que moi, je serai à Courchevel en train de conclure un accord qui fera de moi un milliardaire. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ce moment, où tu aurais pu être aimable, et où tu as choisi d'être ça. Il lui tourna le dos un dernier geste de mépris et puis partit avec Camille vers les portes menant au tarmac. Leurs bagages glissèrent silencieusement derrière eux. Claire resta immobile. Elle le regardait s'éloigner. Elle sentait les regards de toute la salle posés sur elle. À cet instant précis, elle était exactement ce qu'il avait dit, un objet de ridicule. Elle ferma les yeux et compta jusqu'à 5, se concentrant sur le bruit de l'avion qui approchait. Il était plus proche. Beaucoup plus proche. Le chemin depuis le sol de son appartement jusqu'à cette salle d'attente avait été une ascension brutale. Après le divorce, Claire avait perdu non seulement l'entreprise, mais aussi elle-même. Pendant des semaines, elle n'avait rien fait d'autre qu'analyser son brevet inutile. Le fait que Jean-Luc l'ait écarté avait été sa plus grande erreur. Lui voyait la logistique comme des camions, des bateaux, des entrepôts. Claire voyait un système prédictif complexe et dynamique de données, un problème bien plus difficile et plus précieux que de prédire quelle marque de soda quelqu'un allait acheter. Elle avait construit Système Phoenix à partir de rien. Son bureau était une table d'occasion coincée dans un coin de son studio. Sa salle de réunion, un café chaleureux avec Wi-Fi gratuit à Aurillac. Elle vivait de nouilles instantanées et de pensions de divorce qui fondaient.
Chaque ligne de code était écrite avec une intensité brûlante, désespérée. Elle dormait 3 heures par nuit, et ses rêves étaient remplis de données abstraites et du visage ricanant de Jean-Luc. Elle travailla ainsi pendant 1 an, dans une solitude totale. Personne ne savait ce qu'elle construisait. Elle avait appris la leçon. Plus jamais elle ne partagerait son travail, ni son âme, avec quelqu'un qui n'y verrait qu'une marchandise. Quand la plateforme fut stable, elle ne chercha pas de capital risque. Elle ne fit pas de présentation à de jeunes hommes arrogants en sweat à capuche. Elle dépensa ses derniers $1000 pour un conseil en propriété industrielle afin de protéger sa nouvelle propriété intellectuelle. Puis elle rédigea un unique courriel, parfait. Il ne fut pas envoyé à un investisseur. Il fut envoyé à la boîte personnelle chiffrée de Henri Delacroix, le directeur général reclus mais génial d'Astréon Global. Delacroix était une légende. Un homme qui avait bâti un empire mondial sur des technologies qui fonctionnaient réellement, et non sur du battage médiatique. Il était connu pour être impitoyable mais juste, et pour mépriser ce type de vendeur visionnaire que Jean-Luc prétendait être. Claire n'attendait pas de réponse. C'était un tir dans le noir. Une dernière étincelle de désespoir. La réponse arriva 6 heures plus tard. Mon bureau à Lyon, demain. Astréon Global envoya une voiture. Ils la firent voyager en classe économique jusqu'en Suisse. Elle entra dans une salle de réunion avec vue sur les Alpes, les mains tremblantes autour de son ordinateur portable. Henri Delacroix n'était pas un homme jeune. Il avait près de 70 ans, avec des yeux vifs et pénétrants qui semblaient la traverser. Elle ne fit pas de présentation commerciale. Elle ouvrit simplement son ordinateur et lança la démonstration. Elle lui montra comment Phoenix pouvait analyser en temps réel les routes logistiques mondiales, les conditions météorologiques, les chaînes de production et l'instabilité politique, en prédisant et en redirigeant les chaînes d'approvisionnement avec une efficacité de 99,8%. C'était un programme capable d'économiser des milliards à une entreprise comme Astréon Global. Henri Delacroix et son équipe d'ingénieurs regardèrent la démonstration en silence pendant 2 heures. Ils ne lui posèrent pas de questions sur les profits ou le marketing, mais sur l'architecture, la modélisation des données, les algorithmes de décroissance prédictive. Ce fut la conversation la plus stimulante de toute sa vie. À la fin, Delacroix referma lui-même son ordinateur portable. « Madame Moreau, dit-il de sa voix rauque. Vous n'avez pas seulement créé le meilleur programme de logistique. Vous avez résolu le problème du transport mondial de marchandises. Que voulez-vous ? Je veux construire, répondit-elle. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. Je veux voir ce système fonctionner, et je veux être certaine que Helio Technologies ne tirera jamais le moindre bénéfice d'une seule ligne de mon code. Delacroix hocha la tête, un fin sourire effleurant ses lèvres. Helio Technologies, l'entreprise de Moreau. Ne vous inquiétez pas pour eux. C'est un navire fantôme. Ils ont tenté pendant 1 an d'obtenir notre principal contrat logistique en nous proposant exactement la technologie que vous avez inventée. Ils ne savent simplement pas la faire fonctionner sans vous. Ils n'ont aucune importance. Les négociations furent rapides. Astréon Global ne se contentait pas d'acheter son programme, ils absorbaient Système Phoenix. Ils faisaient de Claire Moreau la directrice de leur nouvelle division logistique mondiale. L'offre était stupéfiante. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une fortune pour plusieurs générations. C'était le pouvoir de construire, de créer, et d'être en sécurité pour le reste de sa vie. Et aujourd'hui avait lieu la signature. Le vol pour Genève était la dernière étape. Les pensées de Claire revinrent au présent. Jean-Luc et Camille se tenaient près des portes vitrées, discutant avec leur pilote. Leur Falcon était stationné sur le tarmac. C'était un bon avion, fiable sans aucun doute, mais il était garé juste à côté de l'appareil qui venait d'arriver pour elle. Le regard de Claire glissa au-delà du Falcon, vers l'avion qui venait de réduire au silence tout le terrain. Il était magnifique. Ce n'était pas seulement un avion, c'était une déclaration.
Un Airbus A319 ACJ en configuration VIP, l'un des appareils les plus emblématiques de l'aviation d'affaires européenne. Sa carlingue était lisse, d'un blanc nacré. Ses réacteurs, puissants et élégants, dégageaient une impression de force contenue. Le logo d'Astréon Global, une étoile stylisée, était discrètement peint sur la dérive. À côté de lui, le Falcon ressemblait à un jouet. La porte principale de l'Airbus s'ouvrit dans un léger sifflement. Une passerelle en aluminium poli se déploya, touchant l'asphalte avec un bruit doux et coûteux. Deux pilotes en uniforme sombre impeccable apparurent. Derrière eux, une hôtesse dans un tailleur gris strict. Jean-Luc et Camille se figèrent. Ils regardaient l'avion sans détour. « Mon Dieu !» souffla Camille, sa voix portant à travers le tarmac silencieux. « Pour qui est-ce ? Il est plus grand que celui des Kardashians. » Jean-Luc resta muet, son visage figé dans un mélange de confusion et d'envie. Il connaissait les avions. Il savait exactement ce que cet appareil représentait. C'était une puissance capable de vous emmener n'importe où, n'importe quand. Le transport des milliardaires et des chefs d'État. Dans le salon, l'administratrice au visage bienveillant s'approcha de nouveau de Claire. « Madame Moreau, on est venu vous accompagner. » Claire se retourna. Par l'entrée du salon avançait un homme qu'elle reconnut. Le chef de cabinet d'Henri Delacroix, un homme imposant nommé Philippe Garnier. Il portait un costume sombre parfaitement taillé. Son expression était polie, mais tendue. « Madame Moreau, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Monsieur Delacroix vous présente ses excuses. Il a été retardé à Montréal. Il vous retrouvera directement à Genève. Nous sommes prêts, si vous l'êtes. » « Merci, monsieur Garnier. »« Je suis prête, » répondit Claire. Elle prit son sac en toile. Garnier désigna les portes vitrées menant au tarmac. « Après vous. » Claire se mit en marche. Toute la salle la regardait. L'homme au dossier abaissa complètement son journal. Son chemin passait juste devant l'Espresso Bar, où Jean-Luc et Camille tentaient de revenir précipitamment. Leur visage exprimait une incompréhension totale. Jean-Luc attrapa son pilote par le bras. « Il y a une erreur. »« Pour qui est cet avion ?» Le pilote haussa simplement les épaules. « Aucune erreur, monsieur Moreau. C'est l'appareil immatriculé N4 Sense AGD. Il est ici pour madame Claire Moreau. » La tête de Jean-Luc pivota brusquement vers elle. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le sang quitta son visage, le laissant d'un pâle maladif. Camille regardait Jean-Luc, puis Claire, puis de nouveau Jean-Luc. « Claire Moreau ?» Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas possible. Elle n'est personne. Claire ne s'arrêta pas. Elle passa devant le bar, devant les administrateurs médusés, et se dirigea vers la sortie. Garnier lui tint la porte. En passant, elle se retrouva à quelques pas seulement de Jean-Luc. Il tremblait. Son assurance arrogante s'était totalement effondrée. « Claire, » murmura-t-il. « Claire, qu'est-ce que c'est ? C'est une blague ? Avec qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait ? » Claire s'arrêta, la main sur la porte. Elle le regarda sans colère, sans pitié. Avec le regard froid et détaché d'une scientifique observant une expérience ratée. « Je te l'ai toujours dit, Jean-Luc. Tu as toujours été nul en mathématiques. Tu pensais posséder toute l'équation. »« Quoi ? De quoi tu parles ? » chuchota Théil, désespéré. « Tu as pris Helio, tu as gardé la marque, tu as gardé les bureaux. Mais l'algorithme sur lequel tout reposait était le mien. Et dans cet algorithme, il y avait un coupe-circuit. Un mécanisme de sécurité que j'ai intégré, au cas où. Celui que toi et tes avocats hors de prix n'avaient jamais trouvé. » Les yeux de Jean-Luc s'écarquillèrent d'une terreur naissante. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? » « Je n'ai rien fait, » répondit Claire calmement. « Le code a simplement expiré.
La logique centrale était conçue pour se dégrader et devenir obsolète après 2 ans sans ma clé de maintenance. C'était, réfléchissons. Elle tapota son menton. Environ 6 mois. Juste au moment où tes actions ont commencé à chuter. Juste au moment où Astréon Global a retiré sa candidature au contrat avec toi. Il n'aime pas investir dans des navires fantômes. Elle venait de reprendre les mots mêmes de Delacroix. La prise de conscience frappa Jean-Luc comme un coup physique. Ce n'était pas seulement qu'elle avait réussi. C'était quelle était la cause de sa chute. Son entreprise n'était pas simplement en difficulté. C'était une coquille vide. Et la clé était entre ses mains. Il ne partait pas à Courchevel pour célébrer un nouveau financement. Il était là, sur un Falcon affrété, pour supplier un petit investisseur d'un prêt relais, juste pour pouvoir payer les salaires. Et on lui refuserait. Il était ruiné. Et c'était elle qui avait fait ça. Espèce de salope, souffla-t-il. Sa voix était épaisse de haine, pure et impuissante. Camille se contentait de regarder, la bouche entr'ouverte. Mais Claire ne lui accorda même pas une réponse. Elle se détourna simplement de lui, passa son sac en toile sur son épaule. « Monsieur Garnier, dit-elle. Je souhaiterais y aller. J'ai une signature à honorer. » « Bien sûr, Madame Moreau. Par ici. » Garnier la guida vers la sortie. L'air frais de novembre la frappa au visage. Ça sentait le kérosène et la liberté. Claire posa le pied sur le tarmac. Le sol sous ses pas était ferme. Le ronronnement de l'unité auxiliaire de l'Airbus A319 ACJ était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. C'était le son de son avenir. Elle avançait sur l'asphalte. Garnier marchait à ses côtés. Une hôtesse l'attendait au bas de la passerelle, souriante. « Bienvenue, Madame Moreau. Nous avons préparé votre thé préféré, aux aiguilles d'argent, ainsi qu'un bref dossier sur votre vol vers Genève. »« Merci, » répondit Claire. Sa voix était calme. Elle posa le pied sur la première marche. Derrière elle, elle entendit du bruit. « Claire, attends. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. » Jean-Luc surgit hors du salon, courant sur le tarmac. Ses chaussures à 3000 € glissaient sur les marquages. Camille courait derrière lui en hurlant son prénom. Un agent de sécurité du terminal se déplaçait déjà pour l'intercepter. « Claire, je t'en supplie !» cria-t-il. Sa voix se brisait de désespoir. « On peut tout arranger. On peut redevenir partenaire. Je me débarrasserai d'elle. On peut tout reprendre comme avant. Nous, moi, toi, j'ai besoin de toi. » Les 3 derniers mots restèrent suspendus dans l'air. Un aveu pathétique, brutal. Elle lui avait réellement été nécessaire. Elle l'avait toujours été. Il ne venait de le comprendre qu'à cet instant précis. Claire s'arrêta sur la passerelle. Elle se retourna et regarda l'homme qui avait détruit sa vie. Il était pitoyable. Sa coiffure parfaite était en désordre. Son visage était taché, déformé par la terreur. L'agent de sécurité le tenait par le bras, mais il continuait de se tendre vers elle. Elle le regarda, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qu'il avait appelé une note de bas de page, et ne ressentit rien. Non. Ce n'était pas tout à fait vrai. Elle ressentait un soulagement profond, définitif. Le fantôme qui la hantait avait enfin disparu. « Adieu, Jean-Luc, dit-elle. » Sa voix était douce, mais parfaitement audible. C'était une sentence finale. Elle lui tourna le dos pour la dernière fois, gravit les dernières marches et entra dans la cabine de l'Airbus. L'intérieur ressemblait à une caverne de cuir crème, de bois sombre poli et d'éclairage indirect et doux. C'était silencieux. Apaisant. L'hôtesse referma la lourde porte. Le verrou s'enclencha avec un déclic solide et rassurant. Le bruit du tarmac et les cris désespérés de Jean-Luc furent totalement coupés. Claire s'installa dans un fauteuil qui semblait être un nuage. L'hôtesse lui tendit une serviette chaude.
Nous avons l'autorisation de décollage, Madame Moreau. Nous serons en l'air dans 5 minutes. Claire hocha la tête en attachant sa ceinture. Elle regarda par le large hublot ovale. Elle vit Jean-Luc, une petite silhouette vaincue que la sécurité ramenait vers le terminal. Elle vit Camille, figée près du Falcon, les mains sur la bouche. Puis les moteurs puissants de l'Airbus rugirent. L'avion se mit en mouvement, glissant doucement loin du terminal. Il s'aligna sur la piste, marqua une brève pause, puis s'élança avec un rugissement puissant, presque irréel. Claire fut plaquée contre son siège lorsque l'appareil quitta le sol, prenant rapidement de l'altitude dans un ciel clair et lumineux. Elle regarda Clermont-Ferrand s'éloigner sous elle. Puis toute cette page sale et douloureuse de son passé rétréci, se dissolvant dans les nuages. Elle volait vers Genève. Elle volait vers son avenir. Et elle était enfin libre. L'Airbus A319 ACJ ne montait pas tant qu'il s'élevait. Une poussée silencieuse et inexorable, un passage fluide, sans vibration, de la Terre vers la stratosphère. Le cuir moelleux la maintenait doucement. Les sensations étaient radicalement différentes du vol commercial, bruyant et tremblant. Sous elle, le patchwork de champs et de forêts se dissipa dans la brume, puis disparut sous un manteau de nuages d'un blanc parfait. Le soleil, vif et non filtré à 12 000 mètres d'altitude, baignait la cabine d'une lumière pure, presque stérile. Pendant les 10 premières minutes, elle ne bougea pas. Elle regardait simplement par la fenêtre, tandis que son pouls revenait lentement à la normale. L'image du visage de Jean-Luc pâle, terrorisé, déformé par ses propres cris s'imprima dans sa mémoire. Elle s'était attendue à ressentir une joie triomphante, un plaisir vengeur et étourdissant. À la place, elle ressentait le silence. Un silence profond, creux, comme si une lourde porte de fer venait de se refermer dans une cellule dont elle n'avait même pas pleinement conscience d'avoir été prisonnière. Madame Moreau. Claire se retourna. L'hôtesse, une femme élancée au léger accent scandinave, lui souriait. « Puis-je vous proposer quelque chose à boire ? Nous avons un Perrier Jouet 2008 servi sur glace. Ou bien je peux vous préparer le thé aux aiguilles d'argent que vous avez demandé. » Claire baissa les yeux vers son cardigan beige, vers le simple sac en toile à ses pieds. « Le thé sera parfait. »« Merci, Anastasia, » dit-elle en lisant le badge de l'hôtesse. Un instant plus tard, Philippe Garnier apparut depuis l'avant de la cabine, une chemise cartonnée en cuir lisse à la main. Il s'assit en face d'elle. Ce n'était pas un homme porté sur la conversation mondaine. « Bon décollage », constata-t-il en posant le dossier sur la table polie entre eux. « Monsieur Delacroix m'a demandé de vous mettre au courant pendant le vol. Il pense qu'il vaut mieux que vous arriviez préparé. »« Préparé à quoi exactement ?» demanda Claire, en prenant la tasse de porcelaine que lui tendait Anastasia. « À l'ampleur de votre nouvelle mission, » répondit Garnier. Il tapota le dossier. « Ce n'est pas une simple acquisition, Madame Moreau. C'est une réorganisation complète. Astréon Global ne se contente pas d'acheter Système Phoenix. Nous construisons toute notre division logistique mondiale autour de cette plateforme. Et autour de vous. » Il ouvrit le dossier. Sur la première page figurait un organigramme. Tout en haut, dans un rectangle simple et épais, le nom d'Henri Delacroix. Juste en dessous, un nouveau bloc, Astréon Global Dynamics, AGD. Et à l'intérieur de ce bloc, un seul nom, Claire Moreau est directrice. Le souffle de Claire se coupa. Ce n'était pas un poste intermédiaire. Ce n'était pas un rôle de chef d'équipe. Le schéma montrait près de 400 employés sur 3 continents à Marseille, Montréal et Toulouse qui, dès 9 h le lendemain matin, relèveraient directement d'elle. C'était réel. Ses pensées s'emballaient. C'est bien plus vaste que ce que j'imaginais. Monsieur Delacroix ne fait jamais les choses à moitié, répondit Garnier, impassible. Il n'achète pas votre travail passé. Il investit dans votre potentiel futur. Le package financier que vous avez accepté reste bien sûr valable, mais ceci est un travail. Il tourna la page. C'était un projet de budget.
Les chiffres étaient si élevés qu'ils semblaient être des erreurs de frappe. Les seules allocations de R et AMPD dépassaient la valorisation maximale qu'Helio avait jamais atteinte. Votre première directive, poursuivit Garnier, sera d'intégrer la plateforme Phoenix à notre infrastructure existante. Monsieur Delacroix a autorisé un remplacement complet des serveurs. Vous aurez carte blanche. Vous choisirez l'équipement, l'équipe et le calendrier. La mise en production complète est prévue dans un délai de 6 mois. Le conseil d'administration suivra vos progrès. Claire s'adossa à son siège. La chaleur de la tasse se diffusa dans ses mains froides. La peur qui avait brièvement surgi fut remplacée par un bourdonnement électrique familier. C'était cette sensation qu'elle éprouvait face à une équation insoluble. Un problème complexe qui demandait à être résolu. Elle n'avait pas peur. Elle avait faim. Les délais sont trop longs, dit-elle. Sa voix était tranchante, claire. Garnier s'interrompit, un sourcil légèrement levé. Je vous demande pardon ? 6 mois, c'est trop long. Le code est stable. La faiblesse ne se situe pas dans la plateforme, mais dans l'intégration. Si j'ai le budget indiqué ici et un accès administratif complet, je peux intégrer et déployer le système principal en 90 jours. Nous pourrons commencer les tests bêta avant le nouvel an. Il me faudra également sélectionner personnellement une équipe rouge au sein de votre département cybersécurité existant, afin qu'il tente activement de le compromettre. Garnier la fixa longuement. Le masque professionnel et courtois se fissura, laissant apparaître une lueur de respect sincère. Je vois, dit-il enfin. Monsieur Delacroix avait raison à votre sujet. Et concernant les équipes, poursuivit Claire, en feuilletant les dossiers personnels. Les responsables à Hambourg et Singapour, leur expertise logistique repose sur des modèles obsolètes. Ils résisteront. Je dois me rendre d'abord à Hambourg, puis à Singapour. Je dois être sur place avec mes ingénieurs. Une visioconférence ne suffira pas. Monsieur Delacroix l'avait également anticipé, répondit Garnier, une fine esquisse de sourire aux lèvres. L'Airbus est à votre disposition, directrice. Votre planning de déplacement sera géré par mon bureau. Directrice. Le titre se posa sur elle avec un poids presque physique. C'était réel. Le reste du vol de 7 heures se déroula dans un brouillard de travail concentré. Anastasia leur apporta un dîner composé de noix de Saint-Jacques poêlées et d'un risotto, que Claire mangea tout en analysant un schéma complexe de flux de données. Au cours de ce vol transcontinental, elle passa définitivement du statut d'ex-femme à celui de dirigeante de haut niveau. Lorsqu'elle referma enfin le dossier, le soleil se couchait à l'horizon, striant le ciel de bandes violettes et oranges incandescentes. Elle avait complètement oublié Jean-Luc. Ils atterrirent à Genève peu après 22 heures, heure locale. La descente fut aussi douce que le décollage. En regardant par le hublot, Claire vit les lumières de la ville scintiller autour de la surface sombre et paisible du lac Léman. Il n'y eut pas de terminal. L'avion roula jusqu'à un hangar privé et discret, où attendait une berline noire, moteur ronronnant. Monsieur Delacroix vous attend au siège, dit Garnier en l'accompagnant directement du bas de la passerelle à la banquette arrière du véhicule. L'air était froid, vif, chargé d'odeur de pain. Le trajet se fit en silence. Claire observa la ville ancienne et immaculée défiler sous ses yeux. Dans la pochette du siège, une tablette affichait les actualités internationales. Un titre du Monde Économie attira son regard. Les actions d'Helio en chute libre, le PDG Jean-Luc Martin confronté à une crise de confiance. Elle ouvrit l'article. Il était court. Et impitoyable. Les échanges avaient été suspendus après une chute de 68% en une seule journée. Des rumeurs de défaillance systémique majeure, combinées à la perte d'un contrat stratégique potentiel avec le conglomérat Astréon Global, avaient provoqué l'effondrement de la valeur de l'entreprise. Les analystes remettaient en lumière des questions longtemps ignorées concernant la propriété intellectuelle clé de la société, que beaucoup reliaient à la cofondatrice Claire Moreau, partie depuis plusieurs années. Le PDG Jean-Luc Martin était injoignable pour tout commentaire. Claire éteignit la tablette. Tout était terminé.
L'équation était résolue. Il n'y avait aucune joie. Seulement une conclusion calme, logique, irrévocable. Le siège d'Astréon Global se dressait comme une lame de verre sombre et d'acier au bord du lac. Un bâtiment qui irradiait la puissance. Ils ne furent pas conduits à l'accueil, mais directement à l'étage Penthouse. Le bureau était un immense espace minimaliste de pierre et de verre, offrant une vue panoramique sur la ville. Henri Delacroix se leva derrière un bureau massif et presque nu. Il était tel qu'elle s'en souvenait, imposant. Vêtu d'un simple col roulé noir et d'un pantalon gris, il dominait l'espace sans effort. « Madame Moreau », dit-il de sa voix grave et rauque. « Bon vol. »« Productif », répondit Claire en serrant la main qu'il lui tendait. Sa poigne était ferme. « Ainsi, Garnier m'indique que vous pensez pouvoir avancer notre calendrier de 3 mois. Je sais que je le peux. » Bien. Il désigna la table. Un document épais et un stylo y reposaient. Nos juristes sont présents, mais je les trouve fatigants. Je vais résumer. Ce document vous accorde le contrôle total de la division Astréon Global Dynamics. Votre rémunération est conforme à ce qui a été convenu. Votre budget est celui indiqué. Votre autorité n'est inférieure qu'à la mienne. Vous réussirez ou échouerez uniquement sur la base de vos résultats. Je ne tolère pas les excuses. Je ne récompense pas les échecs. Mais je récompense la performance. Nous sommes bien d'accord. C'était un monde entièrement différent de celui de Jean-Luc, de son charme creux, de ses mérites volés et de ses promesses creuses. C'était une méritocratie dure, froide et exaltante. Parfaitement compris, monsieur Delacroix, répondit Claire. Elle prit le stylo. Lourd. En métal noir glacé. Elle trouva la ligne de signature. Claire Moreau. Elle signa. Son écriture, autrefois petite et précise, était désormais ferme et assurée. L'encre sombre s'imprima profondément sur le papier épais. Très bien, dit Delacroix. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête. L'accord était conclu. Bienvenue dans l'arène, directrice Moreau. Il appuya sur l'interphone. Garnier, veuillez accompagner la directrice Moreau à sa résidence. Que notre partenaire la reçoive demain matin. Libérez mon agenda à 9 heures. Je veux assister à son premier briefing. Oui, monsieur. Garnier se tourna vers elle. Par ici, directrice. En le suivant, Claire s'arrêta un instant devant une paroi de verre sombre. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme vêtue d'un cardigan beige usé, les cheveux tirés en un chignon simple, le visage pâle de fatigue. Mais ses yeux. Ses yeux étaient différents. Aigus. Concentrés. Totalement dépourvus de peur. Delacroix ajouta une dernière chose, sans se retourner. Ah, directrice Moreau. Ce cardigan. Brûlez-le. Vous n'êtes pas une note de bas de page. Vous êtes celle qui écrit le livre. Claire hocha la tête. Une fine, tranchante esquisse de sourire apparut sur ses lèvres pour la première fois. Considérez que c'est fait. Elle quitta le bureau. Les lourdes portes se refermèrent derrière elle, non pas en ouvrant une nouvelle vie, mais en scellant celle qu'elle venait enfin de s'approprier pleinement. Le travail ne faisait que commencer. L'histoire de Claire n'était pas une histoire d'avion. C'était une histoire de silence. De travail discret. De douleur silencieuse. Et de cette force tranquille qui naît lorsque personne ne regarde. Elle avait prouvé que le succès n'est pas le bruit que l'on fait ni les mérites que l'on s'attribue. C'est le socle que l'on construit. Le monde peut tenter de vous dire que vous êtes une note de bas de page. Il peut rire depuis ses petits avions. Mais l'avenir appartient à ceux qui, comme Claire, ont le courage de construire leurs propres ailes.